Bonjour à toutes et à tous, c'est le premier épisode de Big Five en 2020. J'espère que vous êtes contents de nous retrouver. Pour l'occasion, on a décidé de parler un peu de Ligue 1. Et oui, Big Five, c'est le podcast des 5 grands championnats européens. Et au programme aujourd'hui, André Villas-Boas. Il a réveillé l'Olympique de Marseille cette saison. Le public du Vélodrome a repris des couleurs. On va essayer d'expliquer le succès du Portugais sur la Canebière, en revenant aussi sur son parcours. Il a explosé avec Porto en 2011 avant de connaître des expériences plus délicates à Chelsea et à Tottenham. Et avec moi pour cette première de l'année, 2 habitués de Big Five. Mon super chef Emmanuel Bourgeon. Bonjour Emmanuel. Bonjour Marie. Régis Dupont, notre spécialiste portugais, est avec nous également. Bonjour Régis. Bonjour Marie. Et puis nous sommes en ligne avec un petit nouveau, Mathieu Grégoire, notre envoyé spécial permanent à Marseille. Bonjour Mathieu. Bonjour Marie, bonjour à tous. Et les présentations sont faites, vous avez le menu, maintenant on peut commencer. Un entraîneur sur le retour aux commandes du club le plus brûlant de France. C'était un pari risqué et pourtant ça a l'air de bien fonctionner, très bien même. André Villas-Boas a repris l'Olympique de Marseille cet été. On doit son arrivée notamment à sa relation privilégiée avec Andoni Zubizarreta, le directeur sportif olympien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas très bien André Villas-Boas, c'est un Portugais, il a 42 ans et c'est l'ancien jeune entraîneur prodige que toute l'Europe a admiré en 2011. Cette année-là avec Porto, le club de son cœur, il a réalisé un fantastique quadruplé, championnat, coupe, supercoupe et Ligue Europa. Après, ça a été plus compliqué. On va bien sûr y revenir. Mais avant ça, je voudrais qu'on aille tout de suite à Marseille. Donc l'OM, je le rappelle, est deuxième à la trêve. Aucune défaite en championnat depuis le 30 octobre et la claque reçue au Parc des Princes 4-0. Mathieu, toi, tu suis l'OM au quotidien. On dit que l'atmosphère est bonne au sein du club depuis le début de la saison, ce qui est assez logique vu les résultats. Selon toi, quelle influence a eu André Villas-Boas à ce sujet ? Qu'est-ce qu'il a réussi à instaurer ? Comme il le soulignait lui-même, parce que il est quelqu'un qui a beaucoup de recul sur même sur ses propres mérites. Comme il le soulignait lui-même, ça tranche déjà avec l'époque Garcia, parce qu'on était arrivé à Marseille, on a vécu il y a 2 ans une très belle saison qui s'est terminée sur une finale de Ligue Europa. Et l'an dernier, on a eu une saison dans une atmosphère assez critique, assez délétère, avec un public qui était très remonté contre l'entraîneur, contre le président. Et c'est vrai que déjà, lui, il a apporté finalement du baume au cœur sur tout ça. Il a réduit cette fracture avec des résultats qui sont là, puis aussi une façon d'être transparent dans son discours, dans sa gestion. Et c'est vrai que il a fait un sans faute aussi dans tout ce qui est com jusqu'ici, on y reviendra. Mais voilà, il faut aussi dire qu'il arrivait tellement sur un champ de ruines que rien qu'avec des recettes assez simples, il a réussi à retourner la situation. Mais c'est quelqu'un qui, par exemple, va critiquer l'arbitrage comme le faisait Garcia. Mais voilà, Garcia, on avait fait l'overdose, on était fed up. Et là, on a un coach qui arrive et qui est plus élégant, qui est plus classe, et puis qui sait séduire, charmer son auditoire et le public aussi du Vélodrome. Alors la séduction ou l'aspect humain plutôt, c'est primordial pour AVB. Il disait lui-même, mon idéal dans la vie est de laisser triompher l'homme que je suis par rapport à l'entraîneur que je voudrais être. Ce sont ces mots dans France Foot en janvier 2013. Et ça se ressent dans son management évidemment. Tous les reporters qui suivent Marseille pour l'équipe sont unanimes. La communication de Villas-Boas avec ses joueurs en particulier est à la fois chaleureuse et très franche. Il n'y a pas forcément un rapport de proximité. Moi, j'ai pas un rapport de proximité absolu avec lui. Il y a des entraîneurs de l'OM que j'ai connus plus intimement ou que j'allais plus fréquenter ou en tout cas contacter plus régulièrement. Mais si vous voulez, il est avec les journalistes comme il est avec les joueurs. C'est-à-dire que voilà, quand les choses vont bien, il dit ce qu'il a à dire. Il peut complimenter. Il peut être gentil. Il peut être très courtois. Et puis par contre, quand il y a un message à passer, il le fait passer. Il a pas une relation non plus de franche camaraderie avec ses joueurs. Mais ce qui est bien, c'est que c'est assez linéaire, contrairement à pas mal d'entraîneurs qui sont quand tout va bien, ils font un peu les hypocrites. Ils sont très accessibles. Et puis dès que ça va un peu moins bien et qu'ils se prennent une critique dans la figure, alors là, on a l'impression qu'on a trahi une relation de confiance ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que lui, il est pas dupe de comment fonctionnent les choses. Il sait que si il y a des résultats qui seront moins bons dans les mois à venir, il se fera forcément tailler. Mais donc justement, il essaye de se prémunir de ça, c'est-à-dire de pas être dans la courtisanerie
aussi bien avec les joueurs que les journalistes, mais en même temps de dire les choses quand il faut les dire. S'il n'est pas d'accord, il le dit, et ça crée des bases assez honnêtes et assez transparentes. Alors, l'une de ses caractéristiques, et ça plaît particulièrement à Marseille, c'est qu'il adore lancer les jeunes. Il l'a fait à Porto, il l'a aussi fait à Shanghai aussi, en 2017. Et Régis, il le fait aussi à Marseille cette saison. Oui, c'est un entraîneur de toute façon audacieux. C'est ça qui est étonnant quelque part par rapport à sa formation, puisque évidemment on sait qu'il a commencé avec José Mourinho. Essentiellement, c'est pas du tout le même entraîneur. Notamment sur le terrain, ces équipes ne ressemblent pas du tout aux équipes de José Mourinho. C'est la même idée, c'est la même structure, un bloc équipe, les joueurs très proches les uns des autres, du pressing. Mais c'est aussi une équipe qui joue très haut. Il l'avait fait à Porto, ça marchait très bien. Il le fait également à Marseille. Il a essayé de le faire en Angleterre à un moment, ça n'a pas toujours très bien fonctionné. Donc c'est un entraîneur audacieux. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un entraîneur très très cohérent, mais aussi vraiment audacieux, même s'il est sans doute un peu moins qu'il l'était à ses débuts, forcément, parce qu'il a mûri et il sait qu'à un moment, ça peut lui jouer des tours. C'est pour ça que les jeunes, ça fait partie aussi de son ADN, entre guillemets, puisque quand on veut être audacieux, avoir des jeunes, c'est important, forcément. Cette saison, il fait jouer pas mal de jeunes. Donc bon, à Marseille, il y avait déjà Boubacar Camara et Maxime Lopez qui sont titulaires régulièrement depuis la saison dernière, même encore un peu avant pour Lopez. Mais par exemple, il a beaucoup fait jouer Lucas Perrin, défenseur central. Mathieu, c'est à toi que je m'adresse. Défenseur central qui a été 4 fois titulaire depuis le début de la saison. Je suis quand même plus réservé sur le côté des jeunes parce que je pense que par exemple par rapport à un Bielsa, par exemple, quand on voit l'équipe qu'il a eu à Lille par exemple, ça pour moi c'est vraiment je lance beaucoup de jeunes et je pense que avec Benzia et compagnie, je peux arriver à faire un boulot incroyable et à être dans le top 3 de Ligue 1. Villas-Boas, il est quand même pas à ce niveau d'audace pour moi parce que Villas-Boas, il va se reposer beaucoup quand même sur les cadres. Et après, il va mettre en place une hiérarchie. Par contre, en fait, ce qui est intéressant par rapport aux jeunes, c'est pas qu'il en lançait plein. Lucas Perrin, par exemple, honnêtement, il était là pour compenser. Il était 4e défenseur central. Mais déjà, il va les mettre dans les bonnes conditions quand même pour se préparer au cas où le jeune doit rentrer. Mais après, voilà, s'il y a par exemple un Florian Chabrol qui courait de louanges l'été dernier, il a disparu du paysage aujourd'hui parce que il est meilleur, quoi. Mais par contre, voilà, il est toujours dans une hiérarchie très claire. Et ça, les jeunes savent à quoi s'attendre, en fait. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de coachs qui disent, ouais, aux petits jeunes, ne pars pas en prêt, reste avec nous, t'auras peut-être un peu de temps de jeu à un moment, on va essayer de voir. Enfin, pour beaucoup de coachs, le jeune est un peu un élément de com'. Pour Villas-Boas, il est un élément très rationnel, c'est-à-dire qu'il l'a dit en conférence de presse. Moi, j'estime que si le jeune il est meilleur à l'entraînement que tel cadre, et ben à ce moment-là, il va jouer. Mais il dit, mais ça arrive très peu souvent. Il dit, attention, un jeune qui est meilleur qu'un cadre ou qu'un titulaire de l'année précédente, ça arrive très peu. Mais il a dit, voilà, au moins les cartes en fait sont rebattues pour tout le monde, les choses sont claires. Il va pas hésiter à lancer un jeune. Après, quand on regarde sa structure d'équipe, il est quand même assez conservateur. Il est très attaché à la possession du ballon, à son 4-3-3. Mathieu, juste pour revenir sur les cadres, justement, il y avait plusieurs cadres qui étaient en difficulté à l'OM, et il a réussi à les relancer, à les transformer. Et le meilleur exemple, je pense, c'est Jordan Amavi, latéral gauche, qui retrouve peu à peu Manu son meilleur niveau. Oui, c'est vrai que c'est un très bon exemple parce qu'il était pris en grippe par le Vélodrome. Il lui a laissé du temps, il a aussi su le défendre publiquement puisque dès qu'il est arrivé à Marseille, il a fait comprendre aussi qu'il n'était pas là pour dire du mal d'un joueur publiquement, et donc dans les médias, il est toujours là pour les défendre. En revanche, il a une discussion avec ses joueurs, il est ouvert aussi au tête-à-tête, il lui a beaucoup parlé avec Amavi à un moment où on pensait qu'il allait s'écrouler puisqu'il avait des difficultés techniques et puis aussi à subir cette pression du Vélodrome. Ouais, l'OM cherchait presque un nouveau latéral gauche. Oui, il a réussi à le remettre en selle. Villas-Boas, de façon générale, il a réussi à se faire accepter, à se faire adopter par ses joueurs. Je me souviens de la vidéo où il fête son anniversaire à l'entraînement et les joueurs lui forment une haie d'honneur.
il est à la fois proche des joueurs, mais sans être non plus copain. Donc il a trouvé d'une certaine façon la bonne distance, et les joueurs savent qu'ils peuvent aller s'adresser à lui, là où peut-être la saison dernière, il y avait soit pas de communication, soit un double discours qui était ressenti avec Rudy Garcia. Ouais, et pareil, c'est Steve Mandanda qui est bien plus en confiance aujourd'hui depuis qu'il arrive. Il lui a donné le brassard de capitaine. Il a aussi donné les clés du jeu à Dimitri Payet. Donc, comme disait Mathieu, il sait s'appuyer sur des cadres, mais il n'est pas obtus, et il va essayer de prendre à chaque fois la meilleure décision en fonction des hommes qu'il a sous la main. Il a fait des choses aussi quand ça allait un petit peu moins bien. Il n'a pas hésité à mettre Maxime Lopez parfois au poste de milieu excentré, à faire monter Boubacar Kamara au milieu alors que c'est un défenseur à la place de Strootman. Donc il n'hésite pas à faire aussi des choix forts pour essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles. La relation avec son vestiaire, c'est sans doute l'un des éléments qui a plombé son expérience à Chelsea. On va faire un petit flashback. En 2011, après son triomphe à Porto, Villas-Boas signe en grande pompe à Chelsea, un transfert à 15 millions d'euros. C'est toujours le record pour un entraîneur, si je ne me trompe pas. Mais la grève n'a pas pris entre le Portugais et les Blues. Du coup, il a été remercié par le président Roman Abramovich au bout de 8 mois avec un bilan d'1,7 point par match. Et l'une des raisons principales de son échec, c'était les relations très compliquées avec les cadres du vestiaire, et notamment l'emblématique trio John Terry, Frank Lampard et Didier Drogba. Bah oui, parce que déjà, tout bêtement, il avait leur âge, quasiment. Ils avaient le même âge. Lui, il avait à peine 34 ans. Les joueurs avaient presque l'impression que Villas-Boas venait leur apprendre le football, alors que c'était des joueurs installés qui jouaient la Ligue des Champions depuis des années, contrairement à André Villas-Boas. Donc il y a certainement ce côté sûr de lui qu'il a pu avoir, qui est lié certainement à ses origines. Il est issu d'un milieu aisé, très jeune, donc on connaît son histoire avec Bobby Robson, sa carrière qui est lancée parce qu'il est voisin avec Bobby Robson, qu'il crée le dialogue avec Bobby Robson. Quand déjà on est voisin avec Bobby Robson à Porto, c'est qu'on vit dans les beaux quartiers. Voilà, c'est un enfant bien né. Il avait 17 ans à peine. Voilà, qui parle toutes les langues, qui est très à l'aise, qui est destiné plus tard à devenir sans doute le président du Football Club de Porto. Donc voilà, quelque part tout est écrit pour lui depuis le début. Et sans doute qu'en arrivant à Chelsea, il était trop empli de certitude. On l'a rappelé, il avait tout gagné à Porto, une saison quand même extraordinaire à Porto, vraiment fantastique, avec Falcao qui bat le record de buts en Ligue Europa. Enfin voilà, vraiment une saison extraordinaire à tout point de vue pour Porto. Et il arrive quelque part trop jeune, il l'a reconnu d'ailleurs, sans doute presque plus pour tuer le père en allant à Chelsea que pour des raisons rationnelles, il va à Chelsea finalement. C'est sans doute une erreur. Il allait trop tôt à Chelsea parce qu'il fallait quelque part faire aussi bien que Mourinho. Il avait gagné la Coupe d'Europe, et ben voilà, il allait montrer aussi à Chelsea qu'il pouvait faire mieux que Mourinho. Et ben évidemment, ça n'a pas marché. Il était un petit peu trop jeune. Mourinho, contrairement à lui, avait attendu un tout petit peu plus avant d'arriver dans des très grands clubs. Et il le reconnaît lui-même. Aujourd'hui, c'est vraiment plus le même entraîneur. En tout cas, dans la relation avec le vestiaire et aussi avec les médias. Ouais, il se dit beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille. Voilà, moins radical, comme il dit. Et alors, ce qui montre qu'il était lui-même conscient des ajustements à apporter dans son management, justement, c'est le choix de prendre Ricardo Carvalho comme adjoint à Marseille. Donc, Ricardo Carvalho, je le rappelle, c'est un ancien défenseur portugais passé par Porto, Chelsea, le Real et Monaco, champion d'Europe en 2016 avec la Seleção. Ça me fait mal de l'évoquer, mais j'y suis bien obligée. Alors, Villas-Boas n'a jamais été joueur professionnel, donc il avait besoin de Carvalho pour son ressenti du terrain. Ça lui donne une forme de crédibilité. C'est sûr que quand vous avez Carvalho qui explique ce qu'il faut faire sur coup de pied arrêté défensif, dans les duels aériens, ça aide à faire passer le message. Et c'est vrai qu'il a reconnu les erreurs de jeunesse qu'il avait faites à Chelsea, parce qu'il n'avait pas forcément pris conscience de la culture du club, de la dynamique de vestiaire. Il a compris aussi qu'à Chelsea, il avait voulu changer trop de choses trop vite, et il s'est assoupli aussi. Il a pris en compte que dans un effectif, quand on arrivait, il y avait des tauliers, il y avait des hiérarchies, et il est peut-être un petit peu plus souple désormais. Quand je vois qu'à Marseille, il est désormais, c'est pas un entraîneur qui va instaurer des amendes ou faire partir ses joueurs au vert avant chaque rencontre. Il manie assez peu le bâton désormais. En revanche, même si ce management est plutôt cool, si ça ne va pas, s'il y a une altercation, s'il estime qu'il n'y a pas assez d'implication, d'intensité à l'entraînement, là, il ne va pas hésiter à stopper la séance. Et Mathieu, juste pour revenir à Carvalho, justement, dans l'aide qu'il apporte à Villas-Boas, est-ce que tu as l'impression, toi, que la relation qu'ils ont tous les deux est primordiale un peu dans le fonctionnement du club aujourd'hui, enfin de l'équipe ?
comme Régis le sait, il est attaché, comme beaucoup d'entraîneurs portugais, à un staff quand même très élargi, avec une répartition des tâches extrêmement définie. Hein. C'est des coachs qui viennent, et c'était ce qui avait aussi un peu coincé en 2014, avec 5-6 adjoints et une grosse enveloppe pour les adjoints. C'est très très important pour eux parce qu'ils se considèrent comme des managers supervisant dans. Donc Carvalho n'a pas forcément une importance par rapport à Sousa, par rapport à d'autres de ses adjoints. Il les considère comme tout. Il faut une table ronde à chaque fin d'entraînement. Par exemple, vous parlez de Perrin, sujet Perrin, est-ce qu'on peut le lancer à Dijon? C'est notre 4e défenseur central. Est-ce qu'on peut le lancer? Chaque adjoint donne son avis. Et à la fin, même Carvalho me le disait, c'est Villas-Boas qui tranche. Hein. Il me dit, moi, je pense que mon avis a de l'importance, vu qui je suis, vu ma carrière, vu mon ressenti. Mais voilà, c'est André qui décide à la fin. Donc ça, il aime ce fonctionnement comme ça, très collectif. Et ce qu'il y a avec Carvalho aussi, c'est que j'ai l'impression, Marie, il prépare déjà un peu l'avenir, parce que c'est pas quelqu'un qui se voit entraîneur encore des années. Et c'est marrant, mais il y a une relation. J'ai l'impression qu'il se dit, Carvalho, moi je l'ai connu à Shanghai, je le connais depuis très longtemps, depuis Porto. Il peut être un très bon entraîneur, et on a l'impression qu'il y a même un passage de flambeau en fait, petit à petit, qui va faire de Carvalho peut-être un futur grand entraîneur portugais. On verra ce que ça donnera, mais on a l'impression que Villas-Boas est aussi un petit peu choisi pour ça. Et effectivement, comme vous disiez déjà, au niveau des égos, il a voulu ajouter cette corde à son arc avec Carvalho, d'avoir un grand joueur qui sait exactement ce que pense un Payet, ce que pense un Mandanda, qu'il a joué quand il était à Monaco, et qui va pouvoir lui dire tiens, là, je pense que le Payet, il est un petit peu bougon, tu devrais peut-être faire attention à ça. Et notamment, je vous rappelle que même là, contre Nîmes, à la mi-temps de Nîmes-Marseille, de Marseille-Nîmes, où il y avait 0-0, il y a eu un début d'échauffourée juste avant la mi-temps, et Payet était à 2 doigts de péter un plomb, et Villas-Boas l'a encore pris dans le vestiaire à la mi-temps pour lui dire, voilà, tu ne nous refais pas comme contre Montpellier, ça nous avait coûté des points en championnat avec tes 4 matchs de suspension. Et sur ça, Carvalho a une vision très, très juste qui va permettre à Villas-Boas d'affiner son jugement. Alors, on vient d'évoquer l'entraîneur Villas-Boas dans sa relation avec ses joueurs. On va parler maintenant un peu du technicien qu'il est. Régis, on en a parlé, on l'a évoqué jusqu'à présent. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur cette période à Porto et surtout cette victoire en Ligue Europa alors qu'il avait que 33 ans? Quand Villas-Boas arrive à Porto, déjà il arrive en terrain connu, parce qu'on le rappelle, donc il est né à Porto, il a grandi à Porto, voisin de Bobby Robson. Bobby Robson, à Porto, c'est quand même un entraîneur qui représente beaucoup de choses. Et Bobby Robson, c'est l'entraîneur qui a formé José Mourinho. Dernièrement, quand je préparais un dossier sur Mourinho, j'ai retrouvé une interview où José Mourinho parle lui-même d'un de ses adjoints, André, qu'il veut former comme Bobby Robson l'a formé. C'est ce qui s'est passé, sauf que à un moment, José Mourinho a pris sa liberté parce que Bobby Robson la lui donnait. André Villas-Boas, lui, est parti plus tôt que prévu. En tout cas, José Mourinho ne voulait pas le laisser partir quand il est parti. À l'époque, ils étaient à l'Inter Milan. Et lui, Villas-Boas attendait un rôle d'adjoint numéro 1. Il était vraiment un adjoint très important de Mourinho, on va dire un peu comme à égalité, on va dire, avec Rui Faria, qui était l'homme là, qu'on voyait toujours à côté de Mourinho jusqu'à Manchester United. C'était quand même un adjoint très très important, mais Mourinho voulait le garder et André Villas-Boas sentait que quelque part ils n'étaient plus tout à fait sur la même longueur d'onde, ce qu'on peut voir d'ailleurs dans leur façon d'entraîner et de faire jouer leurs équipes. Et il est parti. Depuis d'ailleurs, ils sont en conflit, même s'ils ne le disent jamais, ils ne se parlent plus, ils ne peuvent plus se supporter l'un et l'autre, mais ça c'est officieux, on va dire. Et donc il est parti à Coimbra pour se faire la main. C'était son premier poste. 1 an à Coimbra, ça se passe bien. Il arrive à Porto, une année extraordinaire. Et là, tout le monde pense qu'il va rester à Porto, d'autant que ça reste, malgré son départ de Porto, ça reste le chouchou du président, le président Pinto da Costa de Porto, qui est donc président depuis 32 ans, si je ne me trompe pas.
en a fait clairement son successeur. Il l'imagine au poste de président. Et juste avant de partir à Chelsea, Villas-Boas avait dit « Je suis assis sur le trône dont j'ai toujours rêvé ». Voilà, c'était le poste dont il rêvait. Porto, c'est extraordinaire. C'est le dernier grand entraîneur du Grand Porto, c'est André Villas-Boas. Depuis Porto a chuté. Il y avait encore des grands joueurs, Falcao, Rames Rodriguez, Moutinho. Donc effectivement, un entraîneur à qui tout réussissait. Ouais, à ce moment-là, toute l'Europe pense que c'est le nouveau génie du foot, sauf que ça a été plus compliqué, puisqu'après il est parti à Chelsea, donc voilà, ça n'a pas marché, on en a parlé. Ensuite, Tottenham, en 2012, là il termine 5e en battant le record de points du club, donc c'est quand même pas trop mal. Mais la saison suivante est plus compliquée après le départ de Gareth Bale au Real, et il est licencié en décembre 2013. Ensuite, il a pris un petit break, et il a joliment rebondi au Zénith de Saint-Pétersbourg en Russie, Manu. Oui, et il faut même préciser qu'en 2013, après ses échecs à Chelsea et Tottenham, il est sondé à la fois par le PSG, par le biais de Nasser Al-Khelaifi, et par le Barça, qui essaie de prendre la température aussi, par le biais d'Andoni Zubizarreta, qui était directeur sportif. Donc finalement, ces opportunités-là n'aboutissent pas, et en 2014, il signe au Zénith. Alors les 2 saisons sont plutôt bien passées. Il avait un bon effectif à disposition. C'était un peu des courbes inverses en championnat et en Ligue des Champions. Première année, il termine champion. Il se fait éliminer en revanche en Ligue des Champions, puisqu'il termine 3e d'un groupe derrière Monaco et Leverkusen. Après, il ira jusqu'en quart de finale de Ligue Europa, éliminé par le futur vainqueur Séville FC. Et la seconde année, ça se passe un petit peu moins bien, puisqu'il termine 3e. Il est décroché par le duo CSKA Moscou-Rostov. En revanche, en Ligue des Champions, il va jusqu'en 8e, où il perd contre Benfica, un club portugais. Donc il avait là-bas un effectif assez bon. Il jouait en 4-2-3-1. Il y avait des ailiers qui créaient des différences avec Hulk, Dani. Il s'appuie aussi sur un neuf devant assez costaud, Rondon. Et il avait fait venir un milieu défensif pour soulager sa défense, qui était Javi Garcia. Alors tu parles de 4-2-3-1. Cette saison, en l'occurrence, avec Marseille, il joue régulièrement en 4-3-3. Comment est-ce qu'on peut définir sa philosophie de jeu à André Villas-Boas ? Alors lui, c'est le 4-3-3. Hein. Ça, à Porto, c'était 4-3-3, il n'en bougeait pas. Et globalement, dans sa carrière, on va dire que 9 fois sur 10, il a dû jouer en 4-3-3. Donc ça, c'est clair. Je n'ai pas besoin d'être prudent sur le sujet, j'ai noté. Mais ce qui est surtout marquant, c'est qu'il veut vraiment une équipe très très haut sur le terrain. Toujours à Porto, pendant cette fameuse campagne de Ligue Europa, il y a eu des matchs extraordinaires où Porto a mis 4 ou 5 buts, mais aurait pu en prendre 7 ou 8. C'était ouvert. Je me souviens d'un Porto et Villarreal où ça allait dans tous les sens. Il y avait des actions de but toutes les 2 minutes. C'était vraiment un style de jeu hyper spectaculaire sur certains matchs, avec beaucoup de possession, une équipe qui joue très, très haut et qui asphyxie finalement l'adversaire. Aujourd'hui, il est un peu plus pragmatique, non ? Je sais pas, c'est peut-être Mathieu qui pourrait nous dire ça, mais j'ai lu qu'il disait lui-même qu'il ne voulait plus mettre en place un pressing si étouffant. Il dit ça, mais en même temps, il s'appuie, comme il sait qu'aujourd'hui, quand il n'a pas Payet, c'est quand même une équipe qui sort pas, qui se distingue pas par d'immenses qualités techniques hors Payet. Si vous voulez, il installe quand même son équipe très haut, et on en parle du pressing, mais c'est l'OM est de loin l'équipe qui domine au classement des courses à haute intensité. Notamment ces sprints sur les pressings sur des périodes de 5, 10, 15 minutes, comme on l'a vu en deuxième mi-temps contre Bordeaux, par exemple. Donc, on retrouve encore cette patte-là. On s'installe dans le coin adverse et on met en place un travail de harcèlement sur certaines séquences. Et je vous dis, l'OM est largement devant toutes les autres équipes sur le classement des courses à haute intensité. Ouais. C'est assez marquant. De ce point de vue-là, ce qui est intéressant, je trouve, c'est l'arrivée de Valentin Rongier, qui pour moi est vraiment un joueur typique Villas-Boas. C'est vraiment un joueur qu'on aurait pu retrouver à Porto à l'époque, un peu comme son équivalent, c'était Moutinho en 2010-2011, qui était un Moutinho beaucoup plus actif qu'il ne peut l'être aujourd'hui, évidemment. Il était jeune et voilà, Valentin Rongier, il a toutes les qualités. Il est bon techniquement, il passe très vite le ballon, il est dynamique. C'est vraiment typiquement un joueur Villas-Boas. Quand il est arrivé, on pouvait se dire mais que vient faire Valentin Rongier à l'OM ? Il y a déjà Sanson, il y a déjà Lopez, c'est pas un 6 pur. Finalement, il va faire doublon. Et en fait, quelque part, avec lui, l'OM a trouvé la martingale, vraiment le joueur qui manquait au milieu pour justement créer ce pressing et être toujours dynamique et aller toujours de l'avant.
Alors, comme beaucoup d'entraîneurs, André Villas-Boas, c'est un malade de travail, très appliqué, soucieux du moindre détail. Ça se ressent évidemment à l'entraînement, où il a une méthode bien précise. C'est la préparation intégrée. Donc, en gros, ça veut dire que dans chaque séance est mise en place comme s'il s'agissait d'une situation de match. Donc, le ballon est intégré quasi en permanence, et donc, les joueurs sont contents. En tout cas, ils apprennent des nouvelles choses parce que c'est vrai que Villas-Boas, il travaille beaucoup, donc il arrive très tôt, il vient prendre son petit déjeuner avec ses adjoints et ensuite il propose beaucoup de choses aux joueurs qui sont peut-être un peu déroutés au début, mais qui en tout cas progressent tactiquement. On sait qu'il y a des séances vidéo qui peuvent durer 2 heures, 2 heures et demie, que parfois il va abreuver les joueurs de consignes, peut-être un petit peu trop au début, ça demande à être un peu digéré par les joueurs, mais on sent aussi que grâce à cela, il progresse. Et c'est vrai que durant l'été, avant même que la saison commence, on sentait déjà une patte Villas-Boas pendant la tournée aux États-Unis, les matchs amicaux. Ça avait un petit peu de mal à se mettre en place. Il y a un moment de la saison où ça aurait pu tourner quand Marseille a perdu 4-0 au Parc des Princes. Puis le match suivant, c'était un match qui comptait énormément pour André Villas-Boas. C'était le match de Coupe de la Ligue contre Monaco. Il était passé à un 3-5-2. Il espérait un sursaut de ses joueurs. Et puis finalement, donc nouvelle élimination. Il a réussi à retourner la situation contre Lille et à ramener un cercle vertueux. Et c'est vrai que depuis, on va dire, début novembre, il y a une excellente dynamique pour Marseille. Et ça, il en a fait un deuxième très honorable. La caractéristique de cette préparation intégrée, en fait, c'est l'intensité. Je ne sais pas s'il faudrait demander à Mathieu s'il utilise souvent ce mot en conférence de presse, mais souvent ça revient chez les entraîneurs portugais parce que la préparation intégrée, c'est vraiment des séances courtes qui dépassent quasiment jamais l'heure 30, voire qui font seulement 1h20, mais où les temps de récupération sont très courts. L'idée, c'est vraiment d'être en situation de match et d'avoir beaucoup d'intensité dans ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on retrouve sur le terrain à l'OM. Alors j'imagine que intensité, c'est un mot que Mathieu entend de temps en temps en conférence de presse. Ouais, ça fait partie des mots qui reviennent assez souvent, et aussi sur le façon de récupérer aussi très rapidement le ballon après l'avoir perdu. Ça, c'est des choses qu'il a mis en place petit à petit. Il n'a pas commencé par ça, hein, mais petit à petit, quand il a vu que l'équipe avait du répondant tactiquement sur ce qu'il proposait, il est allé de plus en plus vers ça. Action, réaction, pressing, vraiment le pressing aussi coordonné. Ça, c'est quelque chose qui est revenu très souvent aussi avec son staff. C'est parce qu'au début, il trouvait que Benedetto, par exemple, partait un peu à la pêche tout seul et que les autres étaient pas du tout ajustés par rapport à lui, que Benedetto du coup se cramait tout seul. Et ça, il n'était pas content sur ça, et notamment lors du match contre Amiens, il avait trouvé que ça partait dans tous les sens, et ça, il a beaucoup corrigé. Et c'est marrant parce que par rapport à ce que dit Emmanuel et Régis, on voit encore de l'adaptation dans sa méthode au fur et à mesure des années, parce que aussi bien la vidéo que le tactique, il en a fait beaucoup en début de saison, notamment il y a eu des grosses séances, des très très grosses séances 2h30 de séance en début de saison. Ouais, alors ouais, sur la vidéo, mais en fait, je pense qu'il s'est adapté aussi sur ça parce que depuis 2 mois, c'est très light l'entraînement. C'est-à-dire qu'ils ont des programmes très aménagés, ils ont des séances très courtes, ils préservent beaucoup les organismes, des Alvaro, des Benedetto s'entraînent très peu parce qu'on est beaucoup dans la récup. Et en fait, voilà, il estime qu'ils ont beaucoup bossé avant, qu'ils ont digéré plutôt ce qu'il leur a appris. Et aujourd'hui, on est sur un programme qui peut sembler même très light parfois d'entraînement, quoi. Il sait s'adapter. Alors que quand on était en août, septembre, octobre, on a eu des séances qui étaient les mecs étaient au bout d'1h30, 2 heures, étaient rincés de chez rincés et rentraient chez eux en trouvant même le truc un peu longué, et avoir en plus, il fallait digérer plusieurs préceptes tactiques, encore une fois, le pressing, la récupération, en plus du jeu de possession assez classique, et comme disait Régis tout à l'heure, le positionnement assez proche les uns des autres, etc. Et oui, il devient plus pragmatique avec l'âge, sans doute, André Villas-Boas. Alors, il a aussi marqué les esprits hors du terrain grâce à sa relation avec ses dirigeants, avec les médias, avec le public. Mathieu, ce qui joue particulièrement dans sa bonne intégration à Marseille, on l'a évoqué, c'est sa relation très forte avec le directeur sportif Andoni Zubizarreta. Alors la relation, elle est assez étonnante parce que, bon, déjà, on se rappelle qu'en fin septembre, on avait sorti un papier dans l'équipe en disant, notamment Mélisande Gomez, en disant, voilà, il est menacé. Il est menacé sous Zubizarreta, il va sauter. Effectivement, McCourt, là, dans le collimateur, et là, toujours dans le collimateur.
Et aujourd'hui, si on va pas se mentir, s'il est encore aujourd'hui à l'OM, Andoni Zubizarreta, c'est grâce à André Villas-Boas, parce que Villas-Boas a dit, moi, je suis venu notamment dans la roue dans le sillage de Zubizarreta, c'est quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance, on marche ensemble, donc vous n'y touchez pas, sinon, moi, je dirais pas qu'il a mis sa démission dans la balance, je n'ai pas assez d'éléments pour vous dire ça, mais en tout cas, il l'a soutenu très fermement, en disant, voilà, moi, je suis arrivé dans ce bateau-là avec Zubizarreta. Alors moi, c'est marrant, j'ai l'impression que Zubizarreta, en fait, c'est comme s'il faisait partie de son staff, en fait. J'ai l'impression que c'est une super. Ben non, parce que bon, il a tellement de charisme, Villas-Boas, qu'il l'a mangé complètement. En tout cas, par rapport aux médias, au public, même aux joueurs, hein, je pense. Et que c'est une sorte de super directeur du scouting qui va bosser, mais en très bonne entente avec Villas-Boas sur les profils, sur les choses comme ça. Les deux ne voulaient pas que Luis Gustavo parte, et en même temps, Villas-Boas a fait entièrement confiance à Zubizarreta sur Rongier, par exemple, et sur Alvaro aussi, alors que c'est Villas-Boas qui a plus poussé pour Benedetto parce qu'il avait ce profil-là. Donc, on a une vraie complémentarité. On a l'impression, voilà, que Zubizarreta fait partie d'une sorte de staff élargi où il est un peu plus en retrait, où il n'est pas le directeur sportif qui doit tout gérer, parce que je pense que cette fonction est beaucoup trop haute, en fait, pour ce qu'il est, Zubizarreta. Mais là, il est à sa place avec ce coach qui le valorise aussi. Mais du coup, Villas-Boas, il valorise tout le monde au club. Et au niveau du public, ça se passe comment? Il se l'est mis dans la poche aussi? Au niveau du public, il a pris des positions, comme disait Emmanuel tout à l'heure, qui n'étaient pas forcément simples sur le cas Navi, en disant moi, je viens de Porto, à Porto, quand un joueur est en difficulté, on ne siffle pas, on l'applaudit, on doit le soutenir. Voilà. Et ça, effectivement, par rapport à des supporters marseillais qui aiment bien avoir leur tête de turc, hein, ça a toujours existé, ça existera toujours. Il faut toujours le Jérémy Borrell à l'époque, le Gignac à une autre. Enfin, c'est toujours bien d'avoir une bonne petite tête de turc, un bon bouc émissaire, et ça continuera. Mais il est arrivé en frontal sur ça. Mais en même temps, le public, il a compris que, contrairement à d'autres coachs qui disent ouais, on a le public, on a besoin du 12e homme, lui, il est sincère quand il parle du public et du soutien du public, parce qu'en fait, il fait pas le Marseillais de base, quoi. Lui, il dit moi, je suis supporter de Porto, et à Porto, je supportais mon club comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, le supporter de l'OM, bah, ça fait écho à son expérience, à ce respect de l'institution, voilà, ils voient qu'ils ont un vrai ultra-portiste qui vient maintenant s'occuper de l'OM et qui met tout dans la balance pour bien s'occuper de l'OM. Donc il y a un énorme respect sur ça. Et je pense qu'on aime bien sa finesse, on aime bien son élégance aussi. Encore une fois, ça tranche avec la fin de l'ère Garcia, pas toute l'ère Garcia, mais la fin. Donc on aime bien ça. Il n'y a pas forcément un degré d'adulation, d'admiration comme pour Bielsa, ou d'empathie comme il y avait eu pour Guéret. Il est peut-être un petit peu en dessous à ce niveau-là, mais il y a un vrai respect de son travail et de la façon dont il a redonné des couleurs à l'OM. Oui, de toute façon, à ce sujet, c'était difficile de faire pire que Rudy Garcia. Très rapidement, messieurs, avant de conclure, parce qu'on est en train d'exploser les timings, je vais me faire tirer les oreilles. À votre avis, est-ce que ça peut durer, cette embellie marseillaise, cette belle histoire entre Villas-Boas et l'OM? Ça peut durer, mais je dirais que ça ne dépend pas beaucoup de lui finalement, hein, parce qu'avec l'effectif qu'il a actuellement, si l'an prochain l'OM est en Ligue des Champions, ce sera très compliqué. Payet aura un an de plus, enchaîner les matchs. L'effectif actuel n'est pas taillé pour faire la Ligue des Champions et la Ligue 1, donc de toute façon, ça dépend pas de lui, ça dépend de la capacité de recrutement de l'OM très, très clairement. Ouais, dernière participation de l'OM, c'était en 2013 sous Elie Boep, et l'OM avait fini dernier de son groupe avec 0 points. Manu? Le plus dur commence pour lui parce que deuxième à mi-saison, c'est déjà un bel exploit, mais on sent que Lille, Rennes, Monaco poussent et il va falloir résister à tout ça. Ils ont un mois de janvier compliqué avec beaucoup de déplacements, et puis il faudra qu'il, lui, ne renouvelle pas certaines erreurs comme il avait pu faire avant le classique, où justement peut-être sa seule erreur de communication à destination des supporters, ça avait été de faire croire que c'était un match comme un autre, un match qui ne compte pas trop pour lui. Ou aussi peut-être tactiquement il avait fait une petite erreur en voulant instaurer un pressing très haut mais qui n'était pas coordonné et qui avait coupé son équipe en deux. Là il est sur 2 mois
excellent. Je ne suis pas certain que ça dure, mais je pense qu'il a montré qu'il pouvait emmener cette équipe dans les 3 premiers de Ligue 1. Mathieu, le mot de la fin très rapidement. Oui, moi je pense qu'il est sur une bonne lancée. Ça dépendra, effectivement, comme disait Régis, de la marge de manœuvre qu'il aura au prochain mercato et aussi des offres qu'il aura. Il est possible qu'il a pris Marseille, il est venu pour pas grand-chose. Enfin, en tout cas, il a baissé ses exigences financières, par exemple, pour venir à Marseille, pour se relancer. Et ce qui ne m'a pas justement suscité la convoitise de grands clubs européens, c'est une possibilité. Et là, on verra les choix qui se présenteront à lui. Donc, quoi qu'il en soit, prochain match le 10 janvier avec un déplacement à Rennes. On va s'arrêter là. Merci à tous les 3, Régis Dupont, Emmanuel Beaujean et Mathieu Grégoire. Chers auditeurs, je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux pour 2020. J'espère que cette année, pour le coup, on sera champion d'Europe. À très vite.